Pour un jeune entrepreneur qui te regarde, qui est motivé par tout ce que tu dis, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, quel conseil tu peux lui donner? Moi, je le conseille de se lancer dans les affaires et de laisser l'entrepreneuriat. Ça veut dire dans les affaires, c'est quoi? Il a une compétence, un produit ou un service qu'il peut monnayer rapidement de là à là pour avoir des entrées d'argent et se créer une bonne liquidité. Maintenant, il va se lancer dans les affaires ou dans les compétences qu'il peut monnayer, dans des domaines de compétences qui l'intéressent, qu'il aime, que le monde en a besoin et dont il sait comment faire pour avoir l'argent. Bienvenue encore dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, donc un serial entrepreneur, comme on l'a dit. Il est vraiment dans beaucoup de domaines. Et si peu importe ce que vous êtes en train de faire, laissez ce que vous êtes en train de faire, cherchez un coin tranquille, asseyez-vous, cherchez quelque chose à boire ou à manger et profitez vraiment de tout ce que vous allez apprendre à travers cette interview. Donc, avant de poursuivre, on va permettre à notre invité de se présenter. Voilà. Bonjour à tout le monde, ou bonsoir. Le nom c'est Fabrice Kafando, responsable de Global Digital Services, qui évolue dans tout ce qui est solutions digitales, création digitale et tout. Ok. Ouais. Donc, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Ok. Ok, donc directement, ma première question pour toi, ça va être... Bon, aujourd'hui, on te connaît en tant que Fabrice, l'entrepreneur qui anime des conférences, qui fait des formations, qui développe des solutions en ligne et tout. Ouais. Mais parle-nous un peu du Fabrice avant tout ça. Ok. Voilà. Bon, le Fabrice avant tout ça, c'est comme tout jeune, hein. Voilà, école primaire, le lycée, le collège, après l'université. Voilà, mais il faut signaler que très souvent, les initiatives commencent dans les salles de classe. Voilà, parce que depuis le premier cycle, le deuxième cycle, on a participé à des compétitions, même au lycée, d'anglais, de l'ambassade des États-Unis. Donc, j'étais parmi les 30, on a fait les compétitions, après ça, à l'université aussi. Voilà, donc Fabrice, avant l'entrepreneuriat, c'est vraiment les études et puis le football. Mais tu étais du genre bon élève ou élève moyen ou très bon élève? Bon, pas très bon, mais bon élève, mais bandit. Bandit comment ça? Bandit dans le sens où, ce qui est bien, c'est quoi? Moi, je bossais bien à l'école. J'ai toujours parmi les meilleurs. Mais en même temps, quand quelque chose ne va pas à l'école, que ça dans notre classe, moi, je dis non. Ah, ok. Donc, ça fait que de mon parcours du lycée, quand tu arrives chez nous au lycée, j'ai plusieurs surnoms. Tu vois, d'autres m'appellent sénateur Cap, Fabio, non, parce qu'il y a des choses, par exemple, que nous, on ne tolérait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi. Voilà, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on bossait aussi, tu vois. On bossait, on avait les bonnes notes, et ça fait aussi que quand tu dis la vérité aussi, bon, ça passe aussi. Ça passait, c'était tolérable. Ah, très tolérable. Même jusqu'à l'université, c'est comme ça, en fait. Voilà, donc je dirais bon élève, bon étudiant, parce que même à l'université, j'ai été délégué pendant tout le cycle. Voilà, j'ai toujours été qualifié, tu vois, non, en session normale. Voilà, je vois que même en première année, même j'ai eu le titre de major de promotion. Tu vois, en session normale, en étant délégué, tu vois, avec toutes les responsabilités. Avec tout ça, donc on pense que quand on est délégué ou quand on occupe une responsabilité, on ne peut pas bosser. Donc pour moi, c'était vraiment le contraire. Donc bosser et puis bon, avancer. Et du donc coup, vraiment, c'était ça. Tes études, tu allais jusqu'à quel niveau? Et moi, je suis arrivé au niveau de licence. Ok, licence. Voilà, j'ai bouclé ma licence en 2019. Ok. Voilà, donc licence en ingénierie mathématique économie. C'est une double licence. Ok. Maths, économie avec les statistiques. Ok. Et du coup, comment étaient tes débuts vraiment dans l'entrepreneuriat? Ok. Le premier business? Bon, le premier business déjà, c'est le digital, à travers une plateforme de e-commerce qu'on a initié depuis 2018 lors d'une compétition. Ça veut dire qu'on a fait un hackathon qui consistait à mettre une plateforme en place pour faire la promotion des mails locaux. Et après ça, on a été retenu troisième. On a vu que c'était une solution qu'on pouvait disponibiliser sur le marché. Donc, on a commencé à vendre un peu la plateforme depuis 2018. Et c'est à l'issue de ça qu'en 2019, on a créé légalement la société. Et du coup, c'est une société qui fonctionne toujours? Oui, ça fonctionne toujours. Ça évolue dans tout ce qui est création digitale, les plateformes, les logiciels, les applications. On a beaucoup de produits même qui sont sur le marché. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, bon, puisqu'à la base, toi, tu es informaticien. Et à la base, formation académique, c'est maths, économie.
Mais dans les maths, il y a les statistiques et l'informatique qu'on a bossé. Donc, c'est comme si sur le côté, en fait, tu as appris sur le tas comme ça. Oui, la programmation pure et dure, j'ai appris sur le tas. Tu as appris ça sur le tas. Parce qu'à l'université, on a vu les maths, les statistiques et puis la programmation. Mais c'est pas la programmation n'est pas trop approfondie, par exemple, pour ceux qui ont juste pris une filière programmation. Voilà, mais c'est avec les hackathons qu'on participait, en plus de ce qu'on apprenait à l'université, qui a renforcé la compétence en programmation. Donc, ce qui t'a conduit en même temps vers le premier business. Ouais, vers le premier business. Et à tes débuts dans l'entrepreneuriat, quels sont les défis auxquels tu as pu faire face? Bon, moi, je dirais le premier défi, c'était principalement le financement. Mais en réalité, ce n'était pas un défi parce que c'est le projet qui fait le financement. Mais ce n'est pas le financement qui fait le projet. Tu vois. Parce qu'on était du coup, on dit une semaine, une problématique, vous concevez une solution et vous êtes primé. Donc, ça, c'était le modèle de financement de nos projets. Ça veut dire qu'on a besoin de 500 000, 1 million. On essaie de voir, il y a quel hackathon, tu vois, il y a quelle compétition en cours. D'accord, je mobilise les gars, on s'assoit, on crée la solution et à chaque fois, on est parmi les 3 premiers. À chaque fois. Toujours récompensé. Oui, toujours récompensé. Et maintenant, cette récompense, quand on l'obtient maintenant, on a déjà un MVP, un produit qu'on peut déjà vendre. On commence maintenant les prospections sur le terrain et tout. Donc le prix est utilisé en même temps pour réinvestir en fait dans le projet. Oui, pour réinvestir en même temps, oui. Mais est-ce que vous avez eu à travailler sur des projets en fait à travers des hackathons et puis après, bon, le projet est resté comme ça? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Comme toujours, il y a des projets qui sont restés dans le sac. Toujours dans le sac. D'autres projets ont été primés. Maintenant, faute d'accompagnement, le projet n'a pas abouti. Parce qu'en réalité, quand on finit les hackathons, il y a des hackathons, on vous met dans une structure d'accompagnement. C'est la structure qui est censée maintenant piloter ou propulser le projet. Voilà. Mais bon, puisque j'ai fait informatique aussi, mais selon toi, qu'est-ce qui fait la différence en fait entre les projets? Parce qu'après les hackathons, des fois, des gens viennent avec des projets surréalistes. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, nous, à l'école, plus ou moins, j'étais à l'école d'informatique à l'université. Tu vois, par exemple, pendant la semaine du numérique, comme ça, il y a des expositions, tu vois, on programmait des feux tricolores, des trucs. Tu sais que c'est des trucs pour mettre des projets, pour mettre en place, ça va demander énormément de moyens. Mais la maquette, ça marche et tout. Et puis voilà, tout le monde est content. Mais finalement, ça ne va pas plus loin, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un projet qu'on développe en hackathon qui réussit et un autre qui meurt? C'est-à-dire, c'est quoi, en fait, la différence? D'accord. Déjà, la différence par rapport à cette question, c'est quoi? C'est d'abord avoir un bon MVP. Le MVP, c'est quoi? Un minimum produit vraiment vendable. Est-ce que tu vois? Parce que la plupart du temps, quand les gens conçoivent le projet, ils sont dans l'imaginaire. Waouh, ça là, si on fait ça, si on fait ça, ça marche. Et pourtant, est-ce que le public cible est dans le réel besoin? Parce que c'est le besoin qui crée le projet. Exactement. Et c'est le projet maintenant qui te permet de pouvoir réaliser. Par exemple, quand nous débutions dans les plateformes e-commerce, tu peux t'asseoir, tu imagines, tu dis, waouh, c'est bien si on crée une plateforme, les gens ils vont rentrer, ils vont commander, ils mettent sa géolocalisation, on l'appelle, on le livre. Oui, c'est bien. Mais tu es dans quel contexte? Tu es dans quel écosystème? Tu es au Burkina, tu es à Ouagadougou. Quelle est la philosophie des gens par rapport à Ouagadougou? Et par rapport, par exemple, à Paris ou bien à New York, etc. Tu comprends un peu? Donc, les gens n'ont pas les mêmes habitudes ni les mêmes cultures. Même Ouagadougou ici et puis Abidjan à côté, tu regardes que c'est en termes de digital, c'est pas les mêmes cultures. Donc, ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est avoir un produit dont tu peux aller vendre aux commerçants, dont tu peux aller vendre à l'entrepreneur et prendre 50 000, 100 000, 200 000, 30 000. C'est ça, en fait. Et ne pas avoir un produit dont pour vendre même, tu dois investir beaucoup pour que le produit même soit déjà disponible. Et c'est d'ailleurs l'erreur qu'on remarque chez beaucoup d'étudiants en informatique. Tu vois, je parle en toute connaissance de cause. C'est-à-dire quand on commence comme ça, on est des rêveurs. Tu vois, on s'attend à développer des plateformes comme Facebook, tu vois, des access stories. Des access stories, des trucs comme ça. Et finalement, bon, tu te rends compte que c'est des trucs qui ne sont pas vraiment réalisables dans ton pays. Tu te rends compte que tu as une plateforme technologiquement propre, nickel, mais tu n'arrives même pas à avoir 10 000 francs avec la plateforme. Exactement. Je te vois un peu. Exactement. Voilà, parce que tu t'es concentré sur l'aspect technique. Et pourtant, ça ne doit pas être ça. La solution doit émaner d'un besoin. De sorte que quand tu as la solution et que tu développes des compétences de vente, tu arrives à... L'autre différence également, c'est quoi? C'est que la plupart qui conçoivent ne sont pas des vendeurs. Parce que le meilleur site au monde ne peut se vendre. La meilleure application au monde ne peut se vendre. Il faut quelqu'un pour vendre le système, pour vendre la solution.
Mais quand tu conçois que tu n'es même pas un bon vendeur en toi, il faut que tu trouves un vendeur pour t'associer. Ou bien il faut que toi, tu développes tes capacités de vendeur. Donc ça, c'est une grande différence aussi. Savoir programmer, savoir développer des plateformes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut beaucoup, c'est quelque part. Ça vaut même pas 10% même du travail. Tu vois. Oui, ça vaut pas 10% du travail. Parce que tu sais, tu peux créer une solution, mais tu peines même à manger, à vivre de la solution. Et pourtant, avant que la solution ne sorte, tu peux vendre même là. Moi, j'ai eu à vendre des solutions à hauteur de 1, 2, 3 briques. Tu comprends? Avant que la solution ne soit prête. C'est ta capacité à amener la personne même à prendre la solution. Tu vois un peu? Voilà. Ok, on a même parlé de financement. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des projets, que ce soit des projets sur le plan, dans le domaine du digital, que ce soit dans d'autres domaines, mais beaucoup ont le projet écrit sur papier et tout, ils sont assis et ils attendent le financement. Qu'est-ce que toi, tu as à dire à ces gens de personnes? Pour toi, est-ce que selon toi, le financement est vraiment indispensable pour eux, pour lancer leur projet, ou bien c'est comment? Ok. Bon, déjà, quand on parle de financement, on finance sur la base de quelque chose. Et quand on finance sur la base d'un papier, ça veut dire d'un projet rentable. Mais un projet rentable, c'est un projet qui a quoi? Qui a un bon business model. Le business model, c'est quoi? Ton projet vend un produit ou un service. Tu as déjà vendu le produit ou le service à ton public cible et tu as eu un peu d'entrée d'argent. Mais tu souhaites maintenant agrandir, donc tu recherches du financement, n'est-ce pas? Maintenant, on a des experts en rédaction de projet, des experts en présentation de projet. Ils conçoivent tout de projet, c'est beau, les calculs Excel sont beaux, c'est propre. Ça, c'est important. Mais ce projet, même, il n'a même pas pu bouffer 10 000 d'abord de projet. Mais comment tu veux qu'un financier mette l'argent dedans? La bonne nouvelle, c'est quoi? Depuis 2000, si j'ai bonne mémoire, 2018 comme ça, non? Moi, j'ai participé à des compétitions, même des compétitions de la Banque mondiale et tout. J'ai toujours été primé. Tu vois, moi, j'ai eu des compétitions où j'ai eu 3 millions. Tu vois, à l'âge de 22 ans, 23 ans. Tu comprends? Mais je te parie que souvent, il y a certaines compétitions, les 2 millions, c'est plus où c'est rentré, la gestion. Mais tu vois que la plupart du temps, c'est quoi? C'est pas le financement qui va faire le projet. Ce qui va faire réellement le projet, c'est quoi? C'est la capacité du porteur du projet à vendre d'abord son projet. Exemple, tu dis que tu veux fabriquer de la farine. Il y a des gens qui ont des projets comme ça. D'accord, tu veux fabriquer de la farine. Mais est-ce que tu as une fois vendu un sac de farine? D'autres, c'est non. Mais une personne qui a déjà vendu des sacs de farine, 1, 2, 3, 4, 5, il dit, ah, j'ai vendu au moins à 50 personnes, 100 personnes. Donc, j'ai le réseau de distribution. En constatant qu'ils ont besoin d'une autre variété de farine, je pars maintenant produire la farine. Je produis, je les donne, ils apprécient. Maintenant, comme je veux produire en grande quantité, il me faut encore un excédent d'argent pour pouvoir produire. C'est en ce moment que tu peux demander le financement. Sinon, dans le cas où les gens écrivent le projet, ils sont bons en rédaction, mais ça ne marche pas. Dans le meilleur des cas, s'ils ont le projet ou s'ils ont le financement, ça n'aboutit pas. Et du coup, ce que toi tu recommandes, c'est toujours commencer avec les moyens qu'on a. Avec les moyens qu'on a et développer sa compétence même de vivre, de vendre le projet. Faire d'abord même des premiers résultats. Oui, des résultats. Ça dit tu veux un financement de 3 millions, mais tu n'as même pas encore vendu 300 000 francs dans ton projet. Bon, c'est difficile. C'est difficile. Mais ce que je remarque aussi, c'est quoi? Souvent, quand les gens rédigent leur projet, il y a des gens qui ne savent pas calculer un peu. Hein. C'est-à-dire, il est assis avec un projet et c'est-à-dire, lui-même, là, depuis qu'il est né, il n'a jamais eu 500 000, mais il rédige un projet de 10 millions. Mais je pense que l'argent est déposé à quelque part, on va prélever pour lui donner. Et du coup, c'est les mêmes personnes qui vont passer leur temps que non, les gens, comme on dit, qu'il manque de financement, que non, on ne finance pas les jeunes et tout. Pourtant, toi, tu es assis avec un projet de 10 millions. 10 millions. Que d'ailleurs, tu n'as même pas encore commencé à implémenter. Et même quelqu'un qui veut se lancer dans. Prenons un exemple de projet qui est l'élevage. Beaucoup vont s'asseoir et rédiger un projet. Production d'élevage, soit la conduite de bande, soit la production de poussins, etc. Il va rédiger un projet, il dit que j'ai besoin de tout et tout. Mais ce dernier, il n'a même pas encore vendu un seul poulet. Il n'est pas sûr à son projet. Il peut commencer d'abord par quoi? Toi, tu es un vendeur, un fermier, et lui, il est un intermédiaire. Ça, il trouve la clientèle pour vendre les poulets, par exemple, ou même pour vendre les poussins, etc., ou bien les œufs, etc. Ça lui permet d'avoir le carnet d'adresse, d'avoir la connaissance, de maîtriser le domaine. En ce moment, il peut se lancer un peu. Mais voici quelqu'un qui ne sait même pas comment un poulet se nourrit. Tu vois? Donc, il va rédiger un projet de 10 millions pour élever des poulets.
peu paradoxal. Ouais, c'est compliqué. C'est comme quelqu'un qui dit, ouais, j'avais de 20 millions, je vais investir dans le Forex. Tu vois, il connaît, il sait même ça veut dire quoi. C'est-à-dire, jusque-là, ce qu'il fait, c'est des trucs théoriques, c'est des estimations C'est des théoriques. estimations théoriques. Pourtant, dans la pratique, c'est tout autre chose. C'est autre chose, en fait. C'est ça qui fait souvent qu'il y a des déphasages et que les gens n'arrivent pas à le faire. Donc, quelles sont, selon toi, les bases que quelqu'un doit avoir avant de débuter dans l'entrepreneuriat? Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Ouais. D'accord. Bon, déjà, pour moi, la compétence ultime, vous savez, des gens qui ont des compétences, mais qui n'arrivent pas à vivre de leurs compétences. Ouais. Il y en a des gens qui ont des passions, mais qui se disent, oh, tu sais, moi, j'aime faire ça, j'aime faire ça. Mais l'argent, c'est pas un problème pour moi. D'autres disent ça. Comme l'argent n'est pas un problème pour toi, l'argent ne sera pas non, tu ne seras pas non plus un problème pour l'argent. Alors, l'argent va pas te chercher. C'est pour dire quoi? La compétence ultime que toute personne doit développer actuellement, c'est celle de la vente. Donc, pour toi, la compétence la plus importante, la plus importante au monde, hors même l'entrepreneuriat. Au monde, je globalise, oui, au monde. Nous devrons tous être des vendeurs. Les pays se vendent, les continents se vendent, les êtres humains se vendent, les projets se vendent, les produits, les services se vendent. Pour faire la cour à une demoiselle, pour l'épouser, il faut se vendre. Il faut savoir la séduire. C'est de la vente. Pour convaincre quelqu'un à venir dans un projet, il faut vendre le projet. Est-ce que vous comprenez? Non, et surtout dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur qui n'est pas un bon vendeur, là, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un plaisantin. Tu vois? Et tant que ton entreprise ne fait pas de vente, tu vas faire faillite, tu vas fermer. Ton entreprise vit de la vente. Tu proposes des services et des produits, les gens payent et tu arrives à supporter tes charges et à faire tes investissements. Mais si tu n'as pas cette compétence de vente, c'est pourquoi on peut recruter tous les directeurs généraux, tous les directeurs techniques dans une entreprise. Mais la compétence difficile à recruter, c'est la compétence des bons vendeurs. Et quand tu es un excellent vendeur, même si ton salaire c'est 10 millions, le boss a besoin de toi. Et c'est que quand tu fais un entreprise de 10 millions, sans toi, l'entreprise n'existe. Ça n'existe pas. Donc la meilleure compétence actuellement pour toute personne, c'est d'apprendre à se vendre. C'est la vente qui est plus importante. Mais en même temps, bon, par exemple pour lancer un projet, tu dois savoir vendre, mais aussi tu dois quand même être bon dans le développement en fait du projet, dans le développement de ton produit. Mais est-ce que quelque part, parce que si tu sais vendre et que de l'autre côté aussi, tu n'es pas capable de développer un bon produit, tu risques c'est-à-dire ton business risque de prendre au départ, mais ça risque d'être quelque chose qui va mourir après. Absolument. Parce que tu as un mauvais produit. Oui. Donc, est-ce que, quelque part, compétence dans ce que tu fais, dans la fabrication de ton produit et vendre, est-ce que ça ne s'égale pas quelque part? Oui, ça ne peut pas s'égaler. Parce que quand tu essaies d'analyser un peu le contexte et l'écosystème dans lequel nous sommes au XXIe siècle, dans les années passées, pour ne pas dire dans 50 ans, 60 ans passés, peut-être même dans le siècle passé, il suffisait pour toi de produire, de fabriquer un produit et le produit va se vendre de lui-même. Mais actuellement, il ne suffit pas de fabriquer un produit. Regarde combien de jeunes fabriquent des produits cosmétiques. Combien de jeunes se lancent dans les petits trucs. Mais comme parmi 100 là, combien arrivent réellement à vivre de leur talent ou de leur fabrication? On dit qu'un bon produit se vend seul. Non, mais de nos jours pas. Pourquoi, par exemple, les grosses boîtes continuent toujours de faire de la publicité? Pourquoi les grosses boîtes continuent toujours de recruter des ambassadeurs? Pourquoi même les grosses boîtes, même sur Internet, même sur Facebook, continuent de faire du sponsoring ou bien des campagnes publicitaires? Parce que la publicité, le marketing, la vente, c'est le poumon et c'est le nerf de la bataille. Tant que tu ne fais pas du bruit, tu disparais. Et c'est une obligation pour tout le monde. Donc c'est pourquoi vous allez voir que développer le produit ou le service, c'est très important. Mais la compétence qui occupe 80%, là, c'est celle de la vente. La bonne nouvelle, c'est quoi? Tant que tu as la compétence, tu peux voir une personne qui maîtrise le produit ou qui a le service. Tu vois, et vous faites une collaboration. Et dans cette collaboration, maintenant, vous arrivez à produire ou à proposer le produit ou le service à des gens. Est-ce que tu comprends? Parce que la plupart du temps, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est extrêmement difficile d'avoir une seule personne qui a tous les atouts en même temps. Ça veut dire il fabrique et puis il vend. C'est difficile d'avoir 50-50. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce que vous dites également, c'est très capital parce que quand tu vends, il faut que tu sois en mesure de vendre un produit ou un service qui est bien fait, qui est bien développé et qui est bien produit, bien fabriqué en fonction de votre produit. Sinon, j'allais dire qu'à cet allure-là, on risque de se trouver dans le futur avec beaucoup de communication, beaucoup de marketing, mais avec des mauvais produits en fait, des mauvais produits, des mauvais services. Et puis, mais la bonne nouvelle aussi actuellement, c'est quoi? C'est que quand tu veux un produit, un service qui n'est pas bon, tu vas disparaître sur le marché.
On va t'éjecter. C'est comme une ton stop là. On va t'éjecter du marché rapidement. Parce que c'est quoi? Et le mauvais retour clientèle va même te faire disparaître sur le marché. Voilà, mais quand je dis que c'est la compétence de la vente, ça peut te dire que quoi? Et quand tu commences, avant d'entreprendre, il faut commencer. Bon, peut-être après, on pourra venir sur ça. Avant d'entreprendre, les gens doivent faire le business d'abord. Tu vois? Ok. Entreprendre, ça veut dire que tu as la capacité, tu as les ressources de produire un produit ou un service, et de le proposer à des gens. Ça veut dire que tu as les ressources humaines, financières et tout. Mais le business, tout ce que tu dois développer, c'est la vente. Et pourtant, dans cette même vente-là, c'est le truc de l'entrepreneuriat aussi. Tu vois une personne qui a développé un produit ou un service, tu trouves quelqu'un qui veut, et tu es l'intermédiaire, tu proposes et tu gagnes ta part. Ça, c'est le business. Quand tu vas te construire une bonne liquidité, tu peux maintenant te lancer dans le même secteur, mais en entreprenant maintenant dans le même secteur. Ça veut dire que tu pars maintenant à la production, à la fabrication. Ça veut dire que tu es l'auteur à 80 ou combien % du produit, du service. Ok. Maintenant, la question ultime, comment être un bon vendeur? Waouh! Parce que ça dit non, il faut savoir vendre, tout ça. Bon, comment être un bon vendeur? Bon, déjà, c'est une question qui est très capitale. Voilà, même lors des sessions de coaching, d'accompagnement et tout, les gens se demandent comment on peut vraiment être un réel vendeur. Bien sûr. Tu vois. Voilà, pour déjà être un très bon vendeur, il faut que tu sois en mesure de te vendre toi-même. Parce qu'on peut prendre des semaines même pour donner des cours sur ça. Mais il faut d'abord que le vendeur soit en mesure de se vendre lui-même. Pourquoi? Parce que, exemple, et quand vous prenez deux stars du football, par exemple, prenons par exemple Lionel Messi, et puis tu prends un joueur du quartier, d'un quartier en Afrique comme ça. Si on vous dit de payer les deux publicités, tu vois que Messi, lui, c'est son cachet maintenant qui prévaut. Forcément. Et maintenant, l'autre, là, c'est juste, bon, tu vas prendre combien? Tu comprends un peu? La différence, c'est quoi? C'est l'image. C'est pour dire que quand tu pars pour vendre un produit ou un service, le client ou le prospect en question regarde le vendeur d'abord, qui tu es, avant de payer ton produit ou ton service. Donc, c'est pourquoi... Donc l'image du vendeur est plus importante que l'image du produit. Que du produit. Tu comprends? Et maintenant, l'image du vendeur, c'est en même temps qui est le vendeur. Donc, le bon vendeur doit être en mesure de se vendre d'abord, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'avant que tu fasses confiance à une personne, ça veut dire que tu as tellement apprécié même la personne, avant d'apprécier son produit ou d'apprécier maintenant son service. Et après ça, deuxièmement, les bons vendeurs, c'est les personnes qui arrivent à créer le bon atmosphère pour vendre. Donc, on peut vraiment développer ça, les bons atmosphères pour vendre. Tu comprends? Donc, tous ces éléments-là permettent à chacun de pouvoir vendre. C'est pourquoi vous allez voir que les pays qui ont les bons vendeurs sont des pays qui sont toujours très, très en avance. Les entreprises qui ont des bons vendeurs sont toujours très en avance. Sinon, tu peux vendre même le sable, et puis les gens payent le sable, et puis dire waouh, c'est le sable. Oui, regardez Dubaï. Dubaï, c'est le sable. Donc, comment on paye pour aller sur le sable? Il y a le sable doré au Sahel ici. Mais c'est la vente, en fait. Donc, honnêtement, ce podcast, c'est une masterclass. Et j'espère que vous êtes vraiment en train de profiter de toute la valeur qui est en train d'être véhiculée à travers cette émission. Donc, on poursuit avec notre invité. Tu sais, tu as mentionné quelque chose d'important. Tu as parlé du travail en équipe. Voilà, tu as dit quelqu'un, par exemple, qui a la compétence peut s'associer avec quelqu'un qui sait vendre et ensemble, ils vont se compléter pour construire une entreprise puissante. Voilà. Mais, selon toi, bon, je sais que tu es un fervent défenseur du travail en équipe, forcément. Mais honnêtement, est-ce que quelqu'un gagnerait mieux à se lancer en solo d'abord dans l'entrepreneuriat ou bien dès le départ, il faut se lancer en équipe? C'est-à-dire, selon toi, quelle est la différence entre le travail, l'entrepreneuriat en solo et en équipe? Puisqu'on sait qu'en équipe aussi, c'est pour chaque cas, il y a les forces et il y a forcément les faiblesses. Voilà. Déjà, c'est quoi? C'est pour dire l'équipe ou le solo, c'est une question de compréhension. Mais la bonne formule, c'est quoi? C'est d'être en équipe. Mais être en équipe, mais en ayant des responsabilités à part entière. C'est pas si je me fais comprendre. Exemple. Explique-lui. Toi, tu es bon pour fabriquer une montre. Alors, comme ça s'associe pour dire qu'on va avoir une marque de montre qui nous appartient. Parce que très souvent, dans notre contexte, dans notre écosystème en Afrique et au Burkina, c'est très difficile pour les gars de collaborer, de se comprendre pour ne pas avoir de conflits. Tu fabriques le produit et moi, je vends le produit. Je suis responsable des ventes et tu es responsable de la fabrication.
Si tu fabriques le produit à 10 000, je suis libre de vendre le produit à 15 000 ou à 20 000. Et moi, à chaque vente, je te remets 10 000. Même si j'ai vendu le produit à 1 million, là, tu n'as pas de responsabilité dedans. Ça ne t'engage pas. Ok. Tu comprends un peu? Je Donc, c'est comprends. pour dire, en mode, tu es solo, tu es indépendant. Mais tu collabores avec des personnes. Mais la personne ne peut pas te dicter ce que tu dois faire. Tu ne dictes pas non plus ce qu'il doit faire. Ça veut dire que chaque personne est responsable. Ouais, parce que quand vous allez dire on va se mettre ensemble dans notre écosystème qu'on connaît là, ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits de management, des conflits financiers, des conflits d'entente, des conflits de compréhension, des conflits de c'est moi j'ai commencé, tu es venu me trouver, c'est moi j'ai eu l'idée, c'est moi j'ai la vision, c'est moi j'ai le temps. Ça va toujours créer ça. Et ce qu'on remarque même d'habitude, c'est que les gens se lancent par affinité. C'est-à-dire, on est amis, on est là ensemble et du coup, on a une idée et on décide de débuter l'idée sans une entente à la base. Sans à la base dire que, OK, toi tu es responsable de ça, moi je suis responsable de ça. Les gens se lancent comme ça directement. Mais dès que le projet commence à prendre à un moment donné, c'est en ce moment que le conflit commence à apparaître. Parce que dès le départ, on n'a pas discuté de... C'est-à-dire, toi, ça n'a pas été formalisé. Oui. Ça doit être formalisé. Exactement. Voilà, on s'entend pour une mission. Pour la mission, voici, je suis responsable. C'est ce que j'ai dit. Voici ma responsabilité, voici ta responsabilité. Voici ce que tu gagnes, voici ce que tu... Donc, pour toi, ça doit être établi dès le départ. On doit écrire clair et net. C'est du business. Il n'y a pas de sentiment dedans. Si on sait que c'est difficile pour nous de formaliser, on sommes juste des partenariats, des partenaires. Je sais que tu fabriques la chaussure à 5 000. Le produit fini, c'est 5 000. Moi, je prends, je le vends à 10 000. Tu n'as pas de mot à dire dans ma gestion. Je n'ai pas de mot à dire dans ta gestion. Si après, on trouve qu'on peut maintenant collaborer ensemble, ensemble, on s'assoit, on formalise tout, les investissements, les parts de responsabilité de chacun, qui fait quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. Et c'est le papier maintenant qui nous lie. On travaille sur quelqu'un n'est pas d'accord, on peut revenir et négocier encore. Et on réétablit encore. On réétablit encore. Sinon, si c'est ouais, on a l'idée, on fonce, ça crée toujours des conflits. Ouais, surtout quand les revenus commencent à rentrer. Oui, surtout. Voilà, au départ, forcément, la plupart du temps, c'est 50-50. Mais à un moment donné, quelqu'un va passer plus que l'autre. Tu vois. Et du coup, ça devient un problème. Voilà, ça devient un problème. Voilà. Ok, donc, dans le même volet de l'entrepreneuriat, on va maintenant parler des lois, tu vois, de fiscalité et autres, et autres, et autres. Donc, quelles sont selon toi les lois ou on va dire les règles qu'un entrepreneur doit maîtriser forcément s'il veut s'en sortir, c'est-à-dire en termes de lois et autres? Loi juridique. Oui. Ok. Bon, c'est déjà tout entrepreneur doit bosser le droit. Mais bon, le droit est très vaste. Oui, le droit des affaires. Ok. Le droit des affaires, le droit commercial, comment ça se passe. Tu n'es pas obligé de maîtriser ça en profondeur, mais tu dois au moins connaître un peu quelques notions de base et toujours avoir un conseil juridique à ta disposition. Parce que quand tu es un entrepreneur, tu es un homme d'affaires, tu vas faire face à plusieurs cas. Voilà, tu vas faire face à la justice, aux autorités, etc., etc. Et tu dois connaître un peu certaines lois dans ton pays ou bien dans ta zone économique pour voir comment les choses se passent. Est-ce que le produit, le service que tu vends est légal et autorisé? Ok. Bon, ça, c'est la règle numéro 1. Oui, c'est la règle numéro 1. Est-ce que tu es en train de vendre là? Est-ce que c'est autorisé dans ton pays? Ou bien dans le pays dans lequel tu es en train de vendre? Si oui, est-ce que toi tu as l'autorisation, tu as la possibilité, est-ce que tu as l'autorisation de vendre ça? Si oui, d'accord, tu commences à vendre. Mais quand tu vends, quel est le contrat de vente? Tout entrepreneur doit établir un contrat de vente de ses produits, de ses services pour se protéger lui-même et pour protéger la personne qui est en face. Exemple, quand vous parlez paye une SIM, une puce, ça ne dépasse pas 300, 500 ou 1000 francs. Mais on vous donne un contrat. Non? Mais pourquoi tu veux vendre un produit, un service à 100 000 ou 200 000, mais tu n'as pas de contrat, tu n'as pas d'entente? On doit avoir des ententes claires. Pourquoi? Parce que l'argent a un esprit. Nous sommes en train de discuter. Avant qu'on ait l'argent sur la table, on a un discours. Pendant que l'argent est sur la table, le discours change. Ça change, Après l'argent, c'est un autre discours. Donc, pour éviter ça, il faut qu'on ait des ententes, un contrat, des éléments qui nous lient. Là, même si l'argent est là, on va toujours se confier au papier. Voilà, au papier. Si vraiment c'est pour faire des collaborations business. Donc, pour ma part, c'est d'abord connaître est-ce que ce que tu fais là, c'est légal, est-ce que c'est autorisé, est-ce que tu n'enfreins pas aux lois. Deuxièmement, tout ce que tu vends, ça c'est de mon expérience aussi, est-ce que tu as un contrat de vente? Donc, pour toi, il faut qu'il y ait un contrat. Oui, absolument, pour ton produit ou pour ton service. En fait, ça évite les disputes et les conflits.
Mais est-ce que ça ne crée pas trop de paperasse, tu Non. vois? Tu vois? Ceux qui disent ça, c'est pas tout le monde qui aime à faire de papier. Tu vois, quand tu es jeune comme cela, tu débutes un projet et tu vois, généralement, les gens que tu vas aller voir pour tes financements et autres, c'est des ladis, c'est des oncles et tout. Maintenant, quand toi, tu viens avec beaucoup de papier comme ça, on va dire, ah, ok, donc tu maîtrises le papier mieux que moi. Et non, c'est pas dans ce sens. Il y a ce qu'on appelle, en termes de financement, comme ce que tu as signalé, ce qu'on appelle le love money. Yeah. Tu as un oncle, tu as un frère qui veut te donner 1 million. Il te donne parce que tu es son frère ou ton cousin juste pour t'aider. Non, il n'y a rien y a rien dans ça. Il n'y a rien. Mais je parle maintenant des collaborations entre 3 jeunes entrepreneurs avec tes clients, tes partenaires ou tes collaborateurs. Il faut qu'il y ait au moins un cadre formel entre vous. Sinon, le fait même de s'asseoir et discuter, d'avoir une entente verbale, c'est un contrat verbal. Mais c'est toujours mieux de mettre ça sur papier. C'est toujours mieux de mettre ça sur papier. Parce que c'est quoi? Exemple, on va avoir un marché de 2 millions pour exécuter. On s'est entendu comme ça. Je respecte ma part. Et après, tu reviens encore, tu peux dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et vous me dit, non, je ne dois pas faire ça. Voilà ce que moi je devrais faire. J'ai fait ma part, j'ai été payé pour ça, c'est bon. Si je veux autre chose encore, c'est dans un autre cadre de travail. Ok. Donc, mais ça crée des conflits, non, des disputes, non. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de papier. Ça, il y a un papier. Le papier, c'est pas une seule page. Oui, telle partie doit faire ça. Telle partie s'engage à faire ça. Voici. Rémunération. Même les modalités de paiement. Tu vas avoir un marché de 2 millions. Le gars va te payer ça sur 2 ans, 3 ans. Ça ne t'arrange pas, n'est-ce pas? Et pourtant, tu as fourni le travail. Mais comme c'est lui qui décide s'il a l'argent, il t'envoie une partie. Tu vois. Mais avant de commencer, si vous avez écrit modalité de paiement, 40% avance. Tu vois, non? 30% à la moitié du travail. À la fin du travail, les 30%, donc tout l'argent est rentré. Ok. Voilà. Moi, je pense que c'est toujours mieux de, même si vous avez une entente verbale, même si c'est une seule phrase ou 2 phrases, mettez ça sur écrit, papier, à chaque signé à chaque fois. Donc, conseil très important. Donc, maintenant, on va parler de la gestion des finances au sein d'une entreprise, qui est un sujet vraiment très sensible, hein, parce que, bon, ce qu'on remarque, l'erreur, hein, c'est un jeune qui lance son entreprise. Généralement, bon, l'argent qui rentre là, c'est en même temps son propre argent. C'est-à-dire, s'il a envie de faire des dépenses, c'est-à-dire, il enlève dans l'argent de l'entreprise, il dépense et tout. En temps, ses finances personnelles sont mélangées avec les finances de l'entreprise. On ne comprend plus rien. C'est son compte en banque. On ne sait plus c'est lequel qui est son compte en banque, c'est lequel qui est le compte de l'entreprise. On ne comprend plus rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à cela? C'est-à-dire, quels sont les conseils vraiment précieux que toi, tu as à donner par rapport à ça? Bon, déjà, ça, c'est un cas qui arrive presque à tous ceux qui se lancent déjà. Ouais. Mais de façon précise, c'est apprendre à séparer l'argent. Ok. Séparer l'argent. Et si possible, tu peux ne pas recruter, mais avoir un conseil financier. Le conseiller financier est une personne dont tu as une entente avec elle qui s'occupe peut-être de faire tes opérations financières. C'est-à-dire que tu as eu 50 000, 100 000. Tu trouves une manière de faire que l'argent ne soit pas à ton niveau. Même si tu dois verser dans le compte de l'entreprise. Il faut dissocier les 2 caisses. Tu sais au moins que le mois, tu as 150 000, 200 000 ou 1 million. Ça, c'est pour toi. Mais le reste, tu sais que c'est les charges maintenant pour soutenir quoi? L'entreprise. En ce moment, dès que tu as des entrées d'argent, 100 000, 200 000, 1 million, 3 millions, c'est un service ou un produit de l'entreprise que tu as vendu. Donc, en principe, ça doit rentrer quoi? Dans la caisse de l'entreprise. Maintenant, dans cette caisse-là, si toi tu as 20% ou 30%, sur les 2 millions, si c'est 30%, ça te fait comme 600 000. Tu enlèves 600 000, tu mets dans ton compte personnel, tu laisses quoi les 1 million 400 qui restent. Donc, toujours avoir un compte pour l'entreprise. Oui, un compte pour soi. C'est difficile. Et c'est compliqué. Oui, c'est compliqué de le faire, mais il faut cette discipline pour que ça avance. Sinon, tu dois te retrouver à faire des dépenses, enlever 25 000, faire ci, enlever 50 000, faire ça, parce que tout est mélangé dans ta poche, tu ne sais pas. Et puis la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand j'ai commencé à appliquer, je vois que moi, ça m'aide. Parce que c'est quoi? Tu as eu 3 millions, non? Automatiquement, tu as viré 2 millions à quelque part. Tu as enlevé 500 000 pour gérer les charges de 1 mois, 2 mois à venir. Tu restes combien? 500 000 encore, pas 500 000 encore. Automatiquement, dans la tête, tu dis que tu as 500 000 francs en poche, comme fonds de trésorerie. Mais le reste là, tu sais que c'est parti à quelque part, mais tu n'as plus droit à ça. En mode ça te coince réellement fort. Donc, un bon entrepreneur doit forcément se payer un salaire. Oui. C'est-à-dire, bon, tu fonctionnes, là, c'est pour toi. Quand ça vient, non, si tu mélanges tout, c'est compliqué. Forcément, tu dois avoir un salaire. Tu détermines d'abord. Un salaire ou bien des commissions à chaque business. Tu as eu 2 millions, d'accord. Les 1 500 000 là, c'est pour ton business, pour tes projets.
Les 500 000, là, c'est pour toi-même personnellement. Tu prends ça, tu bouffes, tu voyages, tu fais le payage, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais les 1,5 million, là, c'est pour gérer ton entreprise. Moi, depuis les 2020-2021, c'est ce que je faisais. Ok. Tu vois, et moi, je pouvais aller payer un loyer sur 1 an. Pour l'entreprise? Oui, pour l'entreprise, un loyer pour 1 an. Je peux aller, je fais de même pour que les charges minimum 6 mois, tout est tranquille. J'ai pas de problème de loyer, j'ai pas de problème de nourriture, j'ai pas de problème de déplacement, j'ai pas de problème, tout est déjà calé. Et maintenant, quand tu fais ça, tu sais par mois combien tu reviens. Tu sais par mois comment tu dois produire, etc., etc., etc. Ok. Mais là, c'est personnel à tout un chacun. Ouais. Il y a des gens qui mélangent les deux, mais qui sont rigoureux aussi. 1000 francs ne sort pas. Mais quelque part, est-ce que tu ne vas pas te retrouver dans une situation où quelque part, bon, ton entreprise a l'argent, ton entreprise, puisqu'il bon, y a des gens qui sont comme ça, hein, l'entreprise a l'argent, tout le monde voit que l'entreprise produit des millions, mais lui-même, il est pauvre. Oui, ça peut arriver. Ça dépend des ambitions de l'entreprise. Yeah. Je sais que par exemple, si l'entreprise fait un grand investissement, après la richesse, c'est toi, en fait. Ouais. Tu te sacrifies pour un objectif pour un but bien précis. C'est à cause de ça que tu le fais. Ok. C'est à cause de ça. Mais de toute façon, c'est toujours ton argent. Hein. Ouais. Tu peux aller juste faire, argent de l'entreprise, je demande au moins 500 000 comme prêt. Et puis après, tu pars, tu rembourses. Voilà, mais c'est vraiment une gestion dont c'est laissé à libre choix. À libre choix. Mais c'est toujours mieux de ne pas mélanger ses finances. Ok, mais toujours dans la finance, on voit souvent des gens, par exemple, quand il a un voyage à faire, ou bien quand il a une voiture à acheter et tout, la plupart du temps, au lieu d'enlever dans ses fonds personnels, il met ça au compte de l'entreprise. C'est dans le but de quoi? Bon, ça déjà, il y a d'autres qui le font parce qu'ils travaillent à augmenter, ou du moins sur les sorties d'argent de l'entreprise pour réduire à quelque part d'autre les paiements qu'ils auront dû faire à certains autres. Quel paiement? Quel paiement? Exactement. Expliquez pas. Non, parce que c'est quoi? Si par exemple, dans ta boîte, tu as 50 millions comme bénéfice en fin d'année, et toi, peut-être dans ton compte personnel, peut-être que tu as 5 millions dans ton compte personnel. C'est-à-dire que tu enlèves les 30 millions payés un véhicule pour toi. Mais tu peux décider d'enlever les 30 millions dans le compte de l'entreprise pour payer. En ce moment, à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, tu as 20 millions comme bénéfice de l'entreprise. Ok. Oui, ça t'aide. Ça aide les entrepreneurs qui comprennent. Jusque-là, je comprends rien. C'est quoi? Quand tu le fais, et ça te permet d'avoir un véhicule qui va fonctionner au nom de l'entreprise. Ça, c'est un. Et de deux, ça permet à l'entreprise d'augmenter ses marges. Ça permet à l'entreprise d'augmenter ses marges. C'est ça le but. Est-ce que quelque part, ça ne mène pas à payer moins d'impôts? Non, les moins d'impôts, c'est quoi? Quand tu vends un service sur un produit, tu amènes à payer l'impôt. Ouais. Et la plupart du temps, l'impôt est taxé en même temps. Et de nos jours, les nouvelles lois qui sont là, quand tu vends un produit ou un service, si c'est surtout avec les stickers normalisés, tout est imposable, c'est 5% pour les entreprises qui ont les stickers et tout. Ceux qui n'en ont pas, c'est 25%. C'est connu au fait. Si par exemple, tu fais une prestation, la prestation coûte 100 000, tu as une entreprise, tu as un sticker, tu déposes la facture uniforme, c'est 5% seulement. On te donne les 100 000. Maintenant, si tu n'as pas d'entreprise, au lieu de 100 000 francs, on va te remettre 75 000. En ce moment, ton client, il va prélever les 25 000 francs par an. C'est lui, en même temps, qui va maintenant supporter ça. Ok. Donc, en parlant d'impôts, on entend souvent des gens qui disent que si tu payes normalement tes impôts, tu risques de faire faillite. Parce qu'on entend souvent aussi des gens qui disent que, bon, c'est les grandes entreprises, les grands entrepreneurs font toujours tout pour éviter les impôts. Qu'est-ce que toi tu as dit? Bon, déjà, l'impôt est imposé sur les clients et non sur l'entreprise. Nous tous on paye les impôts. Tu es venu payer un service ou un produit à 50 000. Si les taxes et tout s'élèvent à 18% ou 20%, au lieu de 50 000, on va ajouter un 20% sur les 50 000. 20% de 50 000, ça fait 10 000 là. Donc ça veut dire que tu payes 50 000, le client final paye 60 000. En ce moment, les 10 000 sont prélevés automatiquement pour le compte des impôts. Et ce sont les 50 000 francs là qui reviennent net à l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est une manière d'amener les structures, les entreprises à mieux s'organiser en fait.
Et au contraire, quand tu fais tes déclarations, tu payes des impôts normalement, tu contribues. Est-ce que tu contribues au moins à l'essor économique de ton pays? Et ça te permet d'avoir même des ouvertures de marché. C'est ce qu'on ne dit pas. Ça te permet d'avoir des ouvertures de marché, ça te permet de contribuer même à l'essor de l'économie. Parce qu'en réalité, l'impôt est payé par le client final. Ok. Oui, c'est comme les voitures qu'on paye, la nourriture qu'on paye. Quand tu vas payer un sac de riz à la boutique, il y a déjà l'impôt sur le sac. Il y a déjà les taxes sur le sac de riz. Donc, si tu vends un produit, un service également, et que tu sais que ton entreprise est déclarée légalement, tu dois faire des bilans. À chaque fois, c'est à toi d'imposer ceci à tes clients. À moins que tes taxes sont incluses dans tes produits. Si le produit coûte 10 000 francs, c'est 10 000 francs TTC. Là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est 10 000 francs hors taxe, le produit coûte 10 000 hors taxe, la taxe coûte comme ça, tant, le tout va revenir peut-être à 13 000 ou à 14 000. Le client te paye 14 000. Tu sais que 10 000 te revient en entreprise, les 4 000 francs qui rentrent là, c'est juste pour les impôts, pour payer les taxes. Donc, c'est vraiment intéressant ce podcast et j'espère encore une fois de plus que vous en profitez réellement. Donc, maintenant, on va parler de banque, financement par la banque. Selon toi, est-ce que déjà c'est une bonne idée de se faire financer par la banque? Donc, j'ai deux questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Et deuxièmement, comment obtenir un financement dans une banque? Bon, déjà, demander à savoir si c'est une bonne idée de se faire financer par la banque, ça dépend du contexte. Quelqu'un qui débute, qui a ses débuts, qui a sa première expérience, c'est pas une bonne idée de se faire financer par la banque. Parce que la banque n'est pas là pour les beaux yeux de quelqu'un. La banque n'a pas d'amis. La banque a des intérêts. C'est les banquiers eux-mêmes qui le disent. Les banquiers nous disent qu'ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des partenaires, des collaborateurs, des clients et tout. Peut-être c'est toi qui es venu emprunter qui pense que tu es l'ami au banquier. Tu n'es pas son ami. Le jour que tu as du mal à payer tes traites, tu vas voir maintenant le vrai visage du banquier. Parce qu'en réalité, quand les banques te prêtent de l'argent, c'est sur 1 an. D'autres, c'est sur 1 an, 6 mois. D'autres, c'est sur 2 ans. Mais c'est très rare d'avoir un prêt sur 2 ans, 3 ans. Je parle dans un classique, dans un contexte commercial et tout. Donc, ceux qui prennent les prêts dans un contexte commercial, c'est sur 1 an que tu payes le prêt. Maintenant, quand tu débutes une initiative, un projet, tu ne maîtrises pas le business model. De un, c'est pas évident que les banques même te financent. Tu vas aller, les banquiers vont dire, ah, vraiment, ton projet là n'est pas trop stable. C'est pas évident qu'on puisse te financer. Donc, dire que c'est une bonne idée ou pas, ça dépend vraiment du contexte, de la situation de la personne. Mais si tu as eu un marché, par exemple, tu as eu un bon deal, tout est nickel, tu mets la banque au devant des choses. Parce que nous, on a eu souvent, tu négocies des marchés. Tu négocies un instrument financier et après, ta banque doit faire un papier qui prouve au moins que non, tu peux avoir telle capacité financière, par exemple. Une fois que ça marche, la banque peut être une facilité pour toi. Donc, c'est pour dire que c'est un sujet dont ça dépend du contexte, de ce que tu veux et de l'entrepreneur en question. Maintenant, comment obtenir un financement par la banque? Déjà, c'est avoir un bon projet solide. Comment pas avoir une garantie. Forcément. Même si le projet est solide, au cas où le projet ne marche pas, la banque se protège. Oui, tu viens, le projet est bon, d'accord, on t'aime, tu es bon, il n'y a pas de souci. Mais au cas où ça ne marche pas, nous, banquiers, on fait comment? C'est pas toi qu'on veut. C'est notre argent. Au cas où on n'arrive pas à retrouver l'argent, qu'on ait au moins une garantie pour nous permettre de récupérer notre argent. Parce qu'eux aussi, ils ont des comptes à rendre à leurs partenaires, à leurs collaborateurs et tout. Voilà, donc de façon classique, si tu as un bon projet qui est tangible, voilà, que ce soit un projet commercial, un projet de vente, peu importe ce que tu vas vendre, et que c'est clair, tu maîtrises le business model, tu as déjà fait l'expérience et tout, et tu as une garantie, les banques veulent quoi? Offrir les prêts, c'est leur travail. Eux-mêmes, ils cherchent des clients pour donner des prêts. J'ai déjà écouté quelqu'un en ligne qui dit que quand lui il a un projet, il soumet toujours ça à la banque. Et si la banque rejette par exemple le projet, donc automatiquement ça l'empêche en fait de se lancer parce que si la banque a rejeté un projet, c'est que c'est pas un bon projet. C'est pas bancable. Voilà. Mais si la banque a validé, même si quelque part il n'a pas eu de financement, il sait que c'est un bon projet. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ça? Oui, c'est bien, ça veut dire il sait chercher l'argent. Parce que s'il a un projet, il doit chercher un cabinet qui va faire les études, l'analyse et tout. Il doit la payer trop. L'étude de marché. Mais si j'ai un projet soumis à la banque va faire l'analyse à la place du cabinet. Et si le projet marche, ça marche. Si ça ne marche pas aussi, peut-être
Le banquier va dire pourquoi ça ne marche pas, par exemple. Pourquoi ça marche? Parce que les banquiers, la banque ne va pas accepter de mettre son argent dans un projet ou quoi. C'est bizarre. Ça va pas forcément être rentable. Mais la plupart du temps, les banquiers la banque peut te donner un prêt et la personne va prendre le prêt et la faire autre chose. C'est ça aussi le problème. Tu es allé vers la banque, tu as soumis, tu dis ah, moi je vais faire ci. Ils te connaissent dans le domaine, ils savent que tu es crédible, donc ils te donnent l'argent. Et pourtant, tu as juste créé une couverture pour pouvoir obtenir l'argent de la banque et puis faire autre chose. Et la plupart du temps, ceux qui font ça, c'est pas évident que ça. Et vraiment, ils ont des pots cassés après. Donc, en tout cas, merci pour tes réponses et tout. C'est vraiment un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Donc, on va maintenant parler digital. Voilà. Donc, tu es dans le e-commerce, tu es dans le marketing digital et tout. Parle-nous d'abord maintenant du e-commerce. Comment toi, tu as débuté dans le e-commerce et à quel niveau tu en es aujourd'hui? Bon, comme ce que j'ai dit, c'est pendant les hackathons, voilà, concevoir une solution qui permet de proposer des produits et des services. Voilà, donc et là, on vendait les boutiques en ligne, on vendait les applications, les sites de e-commerce et tout. Donc, c'est là que tout a commencé. Et à l'issue de ça, maintenant, tu t'es lancé maintenant dans la vente des produits et services en passant par les réseaux sociaux, etc. Voilà, mais généralement, le début, c'est comme ça. Mais actuellement, nous sommes dans une situation où en entreprise, on a une solution qui permet par exemple aux gens d'avoir des boutiques e-commerce en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes? Oui. En moins de 5 minutes, tu as ta boutique et dans ta boutique, tu as tous tes articles. Et chaque article te permet d'avoir une page de vente. Ça te permet de proposer ces produits-là dans tes publicités, par exemple. Parce qu'on a remarqué que tout le monde n'a pas forcément les mêmes compétences pour avoir une boutique e-commerce. Mais nous, on te permet en moins de 5 minutes d'avoir une boutique e-commerce, de loger tes produits, de prendre les liens de tes produits et de faire des publicités. Les personnes qui vont venir dans ta boutique, dans le produit, ils vont lire les messages, les témoignages, les vidéos, comme une page de vente, comme un tunnel de vente. Ils lisent tout et s'il est intéressé, il lance sa commande. S'il n'est pas intéressé aussi, il n'est pas intéressé. Et quelles sont les conditions, par exemple, pour profiter de ce service-là? Non, déjà, c'est la personne, et tu émets le besoin et tu viens de faire une souscription. La souscription, ça commence à partir de 25 000 pour 3 mois. Tu fais la souscription, tu as ta boutique, tu loges tes produits et tu vends. Une boutique en ligne, bien sûr. Oui, une boutique en ligne que tu peux vendre dans n'importe quel pays. Mais dans le concret, puisque quand on parle de e-commerce, immédiatement, nous on voit site web où il y a tes produits qui sont exposés et tout. Le client, il rentre dans ton site web, il fait un achat et il est livré. Dans le contexte du Burkina, est-ce que c'est quelque chose qui marche? D'accord. Bon, déjà, dans le contexte du Burkina, il faut savoir que même si tu as une boutique e-commerce par un lien, il faut forcément que tu passes par les réseaux sociaux. Parce que ce sont les réseaux sociaux qui seront des canaux d'attraction, de publicité, pour que les gens se redirigent maintenant sur ton site. Donc, parce qu'il y a plusieurs leviers. Chez nous, on a l'expertise sur plus de 25 leviers sur le digital. Mais le premier levier, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Ça veut dire pratiquement, c'est quoi? Tu as un produit ou une montre, par exemple, à vendre. Tu fais la publicité en vidéo ou en image sur Facebook. Un citoyen, il a vu. Quand il vient pour commander, il peut t'écrire sur ton WhatsApp Business. Là, tu échanges avec lui manuellement pour faire la vente. Au lieu qu'il t'écrive sur le WhatsApp Business, tu peux créer ce qu'on appelle un tunnel, un lien. Tu vois, non? Là, quand il vient, il rentre sur le lien, il a toutes les informations sur le produit. Il peut maintenant cliquer, il met son nom, son prénom, son numéro WhatsApp, il lance sa commande. En ce moment, toi, tu reçois une notification, tu l'appelles, oui, bonjour, monsieur Tran, vous avez lancé une commande, oui, tu procèdes à la livraison. Donc, dans notre contexte, en Afrique de l'Ouest, c'est le format qui marche beaucoup. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de rentrer sur un lien, de prendre leur argent, commander, pour que tu les livres. Tu vois? Voilà, mais le lien est venu pour faciliter. Quand tu fais une campagne, ça c'est ce qu'on vit, parce qu'on accompagne des centaines de personnes à créer leur boutique. Voilà, ça c'est ce qu'on vit. Quand tu fais une campagne, les gens t'écrivent sur WhatsApp Business, ils vont te demander le produit c'est combien, ça fait quoi, est-ce que c'est une bonne qualité. Imagine-toi si tu dois répondre à 300 messages, c'est énorme. À 400 messages, une seule campagne. Et si tu fais 5 campagnes, ça fait quoi? Tu vois, mais quand tu as le lien, une fois que tu fais la campagne, la personne rentre. C'est une page de destination. C'est différent des boutiques e-commerce classiques. Ce que nous on a mis en place est différent. Ça veut dire quand tu fais la campagne spécialement pour la vente du montre. Donc quand le client clique sur le lien, il rentre, il a les images de la montre, il a les textes, les avantages, les opportunités sur la montre que tu vends. Et puis il a même les vidéos, les témoignages. C'est une page, on appelle ça les pages de vente. C'est le page, tu vois. Là, s'il est intéressé, maintenant il clique et puis il lance sa commande. Mais
Par expérience, selon toi, parmi les deux moyens, c'est lequel marche le mieux? Parce que, bon, moi, par exemple, quand moi je suis en train de scroller sur Facebook, je vois quelque chose qui m'intéresse, une montre par exemple. Si je clique et que ça me conduit sur une page qui a des formulaires à remplir et tout, bon, moi je quitte en même temps. Tu zappes, oui. Alors que dès que je clique et que c'est un numéro WhatsApp, j'envoie ça j'aimerais ce produit. Et je m'attends à la réponse. Dès qu'il va répondre, je vais voir. Et voilà. Je discute et tout, je demande les informations et tout. Donc, par expérience, selon toi, parmi les deux moyens, c'est lequel marche le plus? Les deux marchent. Il faut toujours utiliser les deux. Voilà, pour toute personne qui veut vraiment faire du bon et avoir du chiffre dans le e-commerce, il faut toujours utiliser les deux formats. Chaque format a son avantage et son inconvénient. Mais c'est toujours mieux de tendre à automatiser et avoir sa boutique. Parce qu'à chaque fois que tu lances les campagnes, c'est pas évident que tu vas pouvoir causer avec tout le monde. Pendant que tu réponds au client, il est en train de faire autre chose. Il n'y a pas moyen d'automatiser avec les IA maintenant, tout ça? Oui, il y a des moyens d'automatiser, mais les clients viennent avec des besoins souvent différents. Et le problème aussi, c'est quoi? Ceux qui se lancent n'ont pas forcément les compétences de l'automatisation. Et quand tu veux consulter quelqu'un pour t'aider à l'automatisation, tu n'as pas les frais aussi pour lui payer pour ça. Ok. Marketing digital. C'est un domaine où tu es aussi. Ou bien e-commerce, marketing digital. Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Mais toi, tu es dans ça aussi. Oui. Parle-nous un peu de ça. Bon, disons, c'est comme son nom l'indique, marketing, et puis à l'expression digital. Ça veut dire utiliser toutes les techniques marketing, mais en passant par les canaux digitaux. C'est simple. Tu as un message à passer, tu passes par Facebook, tu as fait du marketing digital, option, communication sur les réseaux sociaux. Mais quand on parle de marketing digital, on a jusqu'à 25 leviers qu'on maîtrise actuellement. Les leviers, c'est comme en mode pyramide. En bas de la pyramide, c'est les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok et tout. Donc, quand tu utilises ces leviers également, c'est le premier levier. Voilà, on a les sites web, on a les blogs, on a les tunnels de vente, on a les campagnes de emailing, les SMS banking, les SMS groupés, etc. Donc, ça veut dire plusieurs leviers qui rentrent en ligne de compte dans le marketing digital. Donc, le but, c'est quoi? Proposer des produits ou des services en se basant sur des leviers du digital. Donc, quelque part aussi, ça nous ramène directement vers ce qu'on était en train de parler au niveau du e-commerce là. Oui. C'est-à-dire les campagnes, les liens, les campagnes, tout la communication. Sauf que le marketing digital part encore loin de ça. Voilà, tu peux juste faire du marketing digital pour la notoriété, pour l'influence, pour vendre un produit, vendre un service, pour une communication. En fait, il y a plusieurs objectifs. D'autres le font juste pour avoir des followers, d'autres le font pour avoir des fans, d'autres le font pour avoir juste la notoriété, pour avoir le nom et tout. Mais le e-commerçant, il est là juste pour vendre ses produits. Il ne veut rien d'autre. L'objectif principal d'un e-commerçant, c'est de vendre son produit. Parle-nous de salesystem.io. Ok. Bon, Salesystem, c'est au vu de ces 4 ans, 5 ans d'expérience dans l'e-commerce, on a vu que les gens ont des difficultés à créer une boutique e-commerce en un temps record. Mais pas une boutique classique. Ça veut dire une boutique qui te permet d'avoir une page de vente. Une page de vente, c'est quoi? C'est un lien sur lequel, quand le client clique, il rentre, il a toutes les informations concernant le seul produit, même les témoignages. Et s'il est intéressé, il lance sa commande. Voilà, on a conçu ça récemment et lors du pré-lancement, on tourne autour de 100 boutiques créées déjà sur la plateforme. On s'apprête à faire un lancement officiel en début décembre. Début décembre, parce qu'actuellement, beaucoup de gens font la vente en ligne. Actuellement. Donc, et les gens veulent vraiment des outils, des solutions pour les aider à vendre facilement. Donc, c'est une plateforme qui permet de créer des boutiques, de créer des articles, de vendre. Et comment le citoyen lambda peut profiter de cette plateforme-là? Déjà, il y a ceux qui ont les produits, qui viennent souscrire à l'abonnement de 25 000, de 50 000, de 125 000. Qui viennent souscrire à l'abonnement, qui crée sa boutique, qui met ses produits et qui vendent. Il y a ceux aussi qui n'ont pas de produits, mais ils veulent se lancer dans le e-commerce. Ça veut dire là, il vient, il crée sa boutique, il prend les produits, les images, il crée ce qu'on appelle une page de vente d'un produit, il fait la publicité. Quand il a la commande, il a forcément quelqu'un qui a le produit à sa disposition. Et lui se charge maintenant de faire la livraison. Et puis il gagne ce qu'il doit gagner aussi. Mais quelqu'un qui vient vers vous, est-ce qu'il a en même temps des conseils sur quel produit pourrait marcher le mieux? Oui, absolument. Parce qu'il ne suffit pas de vendre des produits juste pour vendre. Très souvent, ce qui marche actuellement, la tendance actuelle, c'est les produits de beauté, cosmétiques. Tu vois, les produits de tendance. Les produits de tendance, les produits de santé, de bien-être et les produits de
de style vestimentaire, etc. etc. Il y a plein de catégories de niches qui marchent beaucoup. Voilà, il y a plein de niches qui marchent beaucoup. Si on a aussi de produits aussi dont les gens ne sont pas dans le besoin, forcément ça va marcher. Ouais, c'est vrai. Forcément, ça sera comme tu fais des campagnes, mais tu n'as pas de vente. Tu fais des campagnes, mais tu n'as pas de résultat. Voilà. Et puis il faut vendre aussi des produits dont les gens sont dans le besoin périodique. Ouais. Par exemple, si vous payez un lit ou un matelas, peut-être vous allez faire 6 mois ou 1 an sans changer même votre lit, votre matelas. Je parle de notre contexte, par exemple, ici au Burkina, nous tous on sait. Mais quand c'est dans d'autres contrées, presque chaque an ou chaque 6 mois, les gens renouvellent leurs meubles. Même si c'est toujours en bon état, en tout cas, ils vont renouveler. Mais dans notre contexte, tu peux payer un produit comme un lit ou un matelas, faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec. Donc, quelqu'un qui veut faire du e-commerce, qui a ses débuts, qui n'a pas les bons moyens pour s'investir dans une activité pareille comme ça, c'est pas conseillé pour lui de vendre des matelas ou des lits, par exemple. Parce qu'il est à ses débuts, il n'a pas les ressources. Et même s'il le fait, il ne pourra pas avoir assez de clients. Parce que le but du e-commerçant, c'est de pouvoir vendre au moins 100 produits ou services différents à la même personne. Sinon, tu vas faire une campagne, tu as vendu à 20 personnes, tu les laisses partir. Bon, il n'y a pas de problème. C'est comme tu as investi, tu as laissé 20 personnes partir comme ça. Donc, ça fait que ce n'est pas intéressant. Donc, c'est d'avoir le client et de le garder. Et de le garder, de lui faire même des autres offres, des autres propositions également. Donc, c'est pourquoi tu vois que très souvent, on fait des conférences maintenant, la tendance, pour pouvoir lancer la plateforme, former des gens, et pour que les gens puissent utiliser la plateforme et faire des résultats. Voilà, d'autres arrivent à vendre 30 000, 40 000, 50 000 avec, d'autres arrivent à vendre 100 000 et tout. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est quoi? C'est que tu restes au Burkina et tu bouffes l'argent de la Côte d'Ivoire, tu bouffes l'argent du Togo. Des clients de là-bas, en fait. Oui, des clients de là-bas. Tu fais juste ta campagne. Ceux qui sont au Bénin, il a vu le produit, il est intéressé, il rentre, il commande. Et pourtant, le fournisseur, par exemple, il est à Lomé, ou l'entreprise est à Lomé. Il se charge de faire la livraison. Toi, ton rôle, c'est juste de faire la publicité. Est-ce que c'est facile? Genre la livraison? Oui, mais c'est en ce moment maintenant, tu dois avoir des partenariats avec une ou deux sociétés ou trois sociétés, par exemple. Tu vois, une société, par exemple, qui fabrique des habits, par exemple, qui est à Lomé. Tu as eu les contacts, tu as fait les campagnes, ils sont intéressés. Maintenant, tu trouves un livreur qui peut faire la livraison. Une société qui est dans le domaine cosmétique et beauté, par exemple. Tu fais beauté pour les femmes, par exemple. Tu se charges de faire la livraison. Parce que quand on fait le e-commerce dans le digital, on doit avoir 3 formes de liberté. Tu vois, il faut avoir la liberté du temps. Temporelle, à n'importe quelle heure tu peux travailler. C'est la bonne nouvelle. La liberté géographique. Tu ne dois pas te limiter à Ouaga seulement. Tu vois, tu ne dois pas te limiter au Burkina seulement. Après, maintenant, vient la liberté financière. Donc, c'est pourquoi on a la possibilité d'accompagner des gens à créer des tunnels et qui vendent même en Europe. Ah ouais? Oui, moi, personnellement, je tire actuellement dans près de 55 pages Facebook. Hein? 55 pages Facebook. De projets différents. Oui, je ne parle même pas dans le bureau, les pages des autres, non. Il y a les pages personnelles à moi, les pages de l'association, les pages de l'entreprise. Il y a des pages uniquement quand tu rentres là, c'est juste 2 abonnés, 3 abonnés. Son but, c'est comme ça. Le but de cette page, c'est quoi? C'est payer Facebook, investir dans Facebook, pour que Facebook nous trouve des clients qui viennent dans nos boutiques automatiques et qui payent. Tranquille, quoi. Oui, tranquille. Ça veut dire chaque page a son objectif. 55 pages Facebook? Oui, 55 pages Facebook. Une fois, je me rappelle que je voulais montrer aux gens comment créer les comptes publicitaires, les pixels sur Facebook, paramétrer, automatiser et tout. Quand je suis rentré pour sélectionner la page sur laquelle je vais faire la campagne, les gars disent que ils ont vu la liste. Ils m'ont dit que il dit, mais c'est comme ça. Soit tu bosses dedans, soit tu bosses pas dedans. Ça veut dire que c'est quoi? S'il y a un business, par exemple, de vente de produits dans le domaine sexuel et que c'est un domaine qui marche beaucoup, moi je vais créer une page pour vendre les trucs sexuels. À la fin, c'est ton argent qui t'intéresse, hein? Oui, à la fin, c'est le business. Pourquoi c'est quoi? Parce que c'est pas illégal, c'est pas illicite. N'est-ce pas? On vend des produits pour protection avant de faire les rapports, n'est-ce pas? On vend des produits pour les femmes, pour leur hygiène, quand elles sont en période. C'est des produits pour le sang. Mais est-ce que c'est illégal? Non, c'est autorisé. Donc, tant que ce n'est pas illégal et que ça tant que ce n'est pas illégal, ce n'est pas illicite, tu ne fais pas du mal, au contraire, tu apportes du bien aux gens, il n'y a pas de souci. À nous aller, quoi. Ok, en tant que e-commerçant, en tant que marketeur digital, quels sont les plus grands défis en fait qu'on rencontre au Burkina et en particulier et en Afrique en général? C'est d'abord le défi de la connexion. Voilà, parce que tu peux te lever. Hier, une PM, j'ai eu du mal à travailler. Je lançais mes plateformes, ça prenait du temps pour qu'une page se télécharge. Je pensais que c'était mon Wi-Fi, je suis venu sur mes data personnelles, c'était toujours pareil. Donc, c'est le défi de la connexion. Le deuxième défi dans notre contexte actuel,
au Burkina et dans la sous-région, c'est le défi de la livraison. Voilà, ça veut dire quand tu arrives à avoir des commandes, il faut que tu coordonnes encore pour la livraison. Par contre, dans d'autres contrées, quand tu fais la commande seulement, c'est l'entreprise qui est à l'auteur du produit ou du service. Ils ont déjà des services de livraison déjà qui sont déjà là. Parce que tu vois un peu, non. Mais si là, quand tu as une commande, il faut que tu appelles un livreur coordonné pour que le livreur fasse. Mais dans d'autres pays, dès que tu as la commande, l'entreprise a des livreurs, tu vois. Ou bien ils ont une société de livraison qui prend juste des produits, qui part gérer. Tu rentres seulement, tu dis, bon, j'ai commandé tel produit, voici l'adresse où on doit aller livrer. Tu n'as plus rien à faire. C'est à eux d'aller prendre le produit, la société de livraison, aller livrer à l'adresse, te montrer la preuve et tu es tranquille. C'est le défi de la connexion, de la livraison. Et puis, il y a aussi le défi culturel. Culturel, quand on va commander un produit, tu vas la payer, dire que lui n'a pas commandé le produit. Les gars qui vont la payer commander pour s'amuser. Oui, pour s'amuser, bien sûr, pour s'amuser. Mais pourquoi tu vois que dans d'autres contrées, les autorités ont essayé de protéger cela. Quand tu lances une plateforme, tu lances une commande et que ça vient, tu dois prendre. Si tu ne prends pas, on te sanctionne. Pourquoi? Mais si on va faire quoi pour savoir c'est qui d'abord? Voilà, est-ce que tu comprends? Voilà, si tu ne prends pas, on te sanctionne en fait. Parce que c'est du travail. Et ces gars qui font ce travail aussi contribuent et payent, tout est normal en fait. Donc tu ne peux pas vouloir rentrer pour le faire. Parce qu'au temps, il y a des sociétés qui sont venues illicitement pour ternir l'image des autres. Ils ont lancé des fausses commandes sur d'autres plateformes, histoire de faire tomber leur plateforme et proposer d'autres plateformes. Donc ça, c'est des défis majeurs. Est-ce que quelque part, le fait que aussi les gens ne sont pas habitués au digital et tout, est-ce que ça, c'est pas un défi aussi? Oui, c'est ce que je dis, le défi culturel. Les gens ne sont pas... l'habitude n'y est pas. L'habitude n'y est pas. Et puis même la confiance. Ah ouais. Voilà, et par expérience, les experts disent que quoi, si tu veux vendre un produit de plus de 30 000 francs sur Internet, c'est difficile pour toi. Quand ça dépasse 30 000, la psycho règne déjà. Il n'y a pas la confiance, la personne réfléchit plusieurs fois avant de payer et tout. Mais quand c'est le produit de 8 000, 10 000, 5 000, 15 000, 20 000 par exemple, comme ça, il a la confiance, facilement il paye. On a les produits qui dépassent, qui excèdent un peu ce prix, sauf si la personne connaît déjà le produit. La personne est déjà à la recherche du produit. La personne rentre, te dit, ok, je veux le produit, mais il faut amener, je vais voir, avant de confirmer et tout. Donc ça veut dire que c'est trop protocolaire. Voilà, donc il y a les habitudes également qui sont là. Et quelles sont les solutions par exemple? Bon, déjà, les solutions par rapport à ça, c'est les vendeurs déjà. Voilà, qui doivent proposer de bons produits, de bons services. Être toujours vraiment réglo. Parce qu'il y a des clients qui se plaignent aussi qu'il a commandé une robe ou telle chemise. À l'arrivée, c'est pas ça. Donc, c'est ce qui fait aussi que d'autres aussi n'ont pas confiance. C'est pas faux. Donc, ça veut dire que la responsabilité est partagée entre ceux qui s'exercent dans le business en ligne et les consommateurs finaux, et puis même l'autorité qui gère, qui contrôle cela. D'accord. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, on va parler maintenant du futur. Au stade où tu es, quelle est ta vision en fait du futur? Est-ce qu'il y a des projets? Oui, la vision du futur, c'est de bâtir une très bonne team qui évolue dans le e-commerce, dans la vente en ligne, et permettre aux gens de pouvoir vendre assez de produits et services différents dans plusieurs pays, sans forcément être dans le pays. Sans forcément être dans le pays. Ça veut dire avoir des partenaires dans plusieurs pays qui exercent dans la cosmétique, dans tel produit, dans le style vestimentaire et tout. Et toi, tu peux juste te charger de faire la publicité seulement dans leur pays. En ce moment, tu bouffes l'argent de plusieurs pays en même temps. Tu n'es pas concentré seulement sur Waka, tu fais des campagnes un peu, tu gagnes. Non, tu n'es pas concentré sur un seul pays ou sur une seule ville. Voilà, ça, c'est le défi. Le deuxième grand défi aussi, c'est en local. Permettre aux entreprises qui produisent assez de migrer également dans un système de vente en ligne. De sorte que si moi je suis un entrepreneur ou un industriel, je fabrique en grande quantité, j'ai un système de vente en ligne, et je peux recruter 10 000 ou 1000 vendeurs en ligne. Je viens sur la plateforme, je crée mon compte en tant que vendeur, je fais la publicité, les gens sont intéressés, ils viennent de commandes à mon nom, et puis l'industriel au Burkina qui a produit le produit en question se charge maintenant d'avoir une société de livraison qui fait les livraisons. Là, l'industriel arrive à distribuer ses produits rapidement. Ceux qui arrivent à faire les publicités aussi gagnent de l'argent rapidement. Mais là, ça demande des bons investissements. De bons investissements. Fabrice, tu es quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, tu maîtrises tellement de choses et tout, et tout, et tout. Est-ce que tu partages ce savoir-là? En gros, est-ce que tu donnes des formations?
Eh oui, je donne, mais sauf qu'à partir de 2022, j'avais décidé d'arrêter les formations grand public. Ok. Voilà, parce que ça pompait le temps, ça pompait l'énergie. Et en termes de rentabilité, je ne voyais pas. Et les gens dérangeaient trop. Ouais. C'est maintenant, cette année, j'ai décidé de relancer les conférences et les formations, Mhm. mais dans une méthode d'accompagnement et de coaching et de suivi. Avec les produits digitaux, les plateformes qu'on propose en accompagnement. En ce moment, les personnes, tu viens, tu as les cours, tu as les formations et tu as l'obligation d'avoir des résultats dans un bon bout de temps donné. Donc, c'est pourquoi ils ont des cours tout le temps en ligne, des cours sont hébergés sur des clouds. Ils suivent ça et doivent passer à l'action. Donc, c'est même dans du coaching, de l'accompagnement, pour ceux qui veulent se lancer vraiment dans les business en ligne, dans les e-commerce, avec les plateformes que nous aussi, on a mis sur place. Et comment quelqu'un peut profiter de ces cours et tout là? Bon, déjà, c'est de participer une fois à nos webinaires, ou bien une fois à nos conférences, ou bien à passer au bureau, prenez nos contacts et puis bon, on communique. Voilà. Le mercredi passé, on a eu un webinaire de presque 100 personnes. Le dimanche, on a tenu une conférence et on a également un webinaire la semaine qui va prendre et puis des conférences également en fin du mois. Voilà, pour que les gens aient l'information, pour que les gens s'apprêtent et pour que les gens se lancent. Pour un jeune entrepreneur qui te regarde, qui est motivé par tout ce que tu dis, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, quel conseil tu peux lui donner? Pour un jeune qui débute réellement, Ouais, qui débute. moi je le conseille de se lancer dans les affaires et de laisser l'entrepreneuriat à côté. Ça veut dire ça veut dire dans les affaires, c'est quoi? Ça veut dire il a une compétence, un produit ou un service qu'il peut monnayer rapidement de là à là pour avoir des entrées d'argent et se créer une bonne liquidité. Maintenant, il va se lancer dans les affaires ou dans les compétences qu'il peut monnayer, dans des domaines de compétences qui l'intéressent, qu'il aime, que le monde en a besoin et dont il sait comment faire pour avoir l'argent. Ouais, donc moi, je conseille généralement aux gars de se lancer dans les affaires, dans le business ou dans des compétences qu'il peut monnayer rapidement. Parce que quand il va se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il a besoin de ressources. Quand on dit entreprendre, c'est des ressources. Soit tu fabriques un produit, soit tu fabriques un service. Soit si c'est un service, toi, tu as les moyens pour prendre un bureau, supporter les charges d'un bureau, tu vois. Tu as les moyens pour fabriquer le produit, emballage du produit, commercialiser, marketing du produit. Ça demande un certain niveau de ressources. Et pourtant, le business, tu n'as pas forcément besoin de ressources. Moi, je suis allé à Abidjan en août passé. Il y a fait un mois et quelques. Il y a des jeunes qui sont venus qui n'ont même pas 1000 francs. Et je l'ai guidé. Au bout de 3 semaines, le gars, il a pu vendre près de 400 000 ou 500 000 francs en se basant sur Internet. Mais sur les 500 000, là, son bénéfice tourne autour de 120 000 comme ça. Là, ce jeune arrive à créer, s'il multiplie ses actions, il va avoir une bonne liquidité. Ça va lui permettre même de voir quel secteur maintenant il souhaite vraiment entreprendre. Je vois. Voilà. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de e-commerce, de marketing digital, de sales system, et tout. Comment, avec tes 55 pages Facebook, comment entrer en contact avec toi? Eh bon, déjà, si c'est ma page personnelle, c'est Winpire Fabrice Kafando. Voilà, mais si c'est les... Pardon, Winpire Fabrice Kafando. Voilà, dès que tu tapes, tu vas voir ma page personnelle. Voilà, tu peux taper Entreprendre en Afrique ou Global Digital Services. Tu vas rentrer, tu vas voir les informations sur lesquelles tu peux vraiment nous joindre facilement. Oui, sur Facebook. Même quand tu tapes Entreprendre en Afrique sur un navigateur, tu vas voir le site web qui va sortir. Le site web aussi qui est là. Voilà, et tu vas voir les informations. Là, le système également, le site est là. La plateforme est là. Mais les autres pages sont des pages qui ne sont même pas connues. C'est juste pour les ventes. Voilà, c'est juste pour les ventes. Donc là, les gens pourront participer à tes webinaires, aux conférences, on va profiter de tes services et tout. Tout ce dont on a discuté ici, on pourra directement avoir accès à ça, à travers tes pages Facebook. Toute bonne chose a une fin. C'est ça. Quel est ton mot de fin? Bon, mon mot de fin par rapport à tout ce qu'on a discuté, c'est d'abord merci pour l'invitation. Un grand plaisir. Voilà. Et deuxièmement, c'est pour mes jeunes frères. Quand je dis jeunes frères, mais dans le domaine de l'entrepreneuriat du business, moi je les recommande toujours de se lancer dans le business. D'avoir des bons produits qui ne sont pas illégaux, des bons services, de développer des compétences qu'ils peuvent monnayer rapidement et de travailler à avoir
la bonne compétence qui est à la vente. Ok. Quand vous allez le faire, vous allez vous fixer un objectif d'avoir une très bonne liquidité. Une fois que vous avez cette liquidité maintenant, ça vous permet d'injecter dans le service ou le produit dans lequel vous souhaitez entreprendre. Ok. Tu vois, ça c'est le moment de fin. Et pour ceux qui ont les ressources, qui peuvent aller direct dedans, pas direct, parce que là ils ont les ressources, ils ont les finances, ils ont les ressources humaines, ils ont tout, bon, paf, ils peuvent se lancer. Donc pour moi, c'est au moins avoir au moins 5 business. Maintenant, faire du mieux que tous ces business-là est comme base le digital. Parce que le monde actuellement est toujours digitalisé. Voilà. Tous les jours, on est sur Facebook, on est sur WhatsApp, on est sur Internet. Voilà. Mais ceux qui suivent la radio, la télé sont peu maintenant. Ouais, donc, quand tu débutes, Internet, le digital, c'est un grand levier pour toi vraiment d'atteindre facilement, rapidement tes objectifs. Voilà. Donc, voici un peu mon mot de fin. Ok. En tout cas, ceci n'était pas qu'un simple podcast, c'était, on va dire, une masterclass. Il y a eu tellement de connaissances, il y a eu tellement d'informations qui ont été véhiculées. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je t'invite à aller recommencer et à vraiment prendre des notes. Et je suis sûr que ce que tu as appris dans cette interview va forcément t'aider dans ta carrière en tant qu'entrepreneur. On ne peut dire qu'un grand merci à Fabrice. Et on espère te retrouver encore prochainement pour un autre partage de connaissances. Donc, en attendant, en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir reçu ici. Et merci à vous aussi d'avoir regardé l'émission jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet échange et on se retrouvera dans une prochaine émission. Ciao. Allez, merci.